On va démarrer, hein, vos collègues nous rejoindront en cours de route. Mérite Gourget, c'est moi qui coupe votre micro, donc pas de souci. Voilà. Bienvenue à tous. Nous revoilà ensemble pour une nouvelle visioconférence, cette fois consacrée aux fondamentaux d'élaboration d'un budget communal. Qui sera animé par Georges Brass de la Banque Postale qui se présentera plus en détail. En premier lieu, je voulais, voilà, j'ai coupé, c'était Madame Bourdier. En premier lieu, je voulais excuser votre directeur d'association départementale, Julien Despas, qui a eu une réunion qui s'est greffée à l'instant, une réunion de bureau, donc qui a dû s'absenter et qui peut-être nous rejoindra en fin de réunion. On verra si si la sienne est terminée. Sans plus attendre, on va passer à Georges Brass, qui doit avoir son micro ouvert. Normalement, oui, vous m'entendez bien. Voilà, Super. on entend parfaitement bien. Je vous rappelle donc quelques petites règles, hein, pour bien suivre cette visio. Pensez à couper vos micros pendant l'intervention. Vous pourrez les rallumer au moment de poser des questions si vous souhaitez les poser oralement. Et pour poser des questions par écrit, toujours sur le chat, ce fil de discussion que vous pouvez identifier en cliquant sur le petit pictogramme qui ressemble à une bulle. Voilà, Georges, c'est à vous. Merci Nathalie, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce webinar ou webconférence consacrée au budget et notamment surtout sur les fondamentaux pour préparer le budget de votre commune. Vous êtes un certain nombre d'entre vous donc des nouveaux élus, hein, et vous avez jusqu'à la fin juillet pour adopter votre budget. L'idée, c'est de prendre 1 heure et demie pour rappeler les grands principes, le calendrier, les différents documents budgétaires, les informations qui sont nécessaires à la préparation du budget, savoir où les trouver, et surtout vous donner aussi quelques éléments concernant des directives, des conseils pour bâtir au mieux votre budget et surtout faire des choix et arbitrer, hein, donc un certain nombre d'éléments pour pouvoir respecter l'équilibre budgétaire et aboutir à un budget qui puisse être voté par votre assemblée délibérante. On est là ensemble pendant 1 heure et demie. Nous avons 3 parties donc sur le document. L'idée, c'est à la fin de chaque partie de se garder quelques minutes pour répondre aux différentes questions que vous pourrez poser via le chat, comme Nathalie l'évoquait avec vous. Et surtout, n'hésitez pas voilà, à l'utiliser donc de manière à pouvoir me poser un certain nombre de questions ou revenir sur certains sujets. En premier lieu, petite page de pub, pourquoi double logo Banque Postale, Banque des Territoires? La Banque Postale intervient sur le financement des collectivités locales depuis peu, hein, puisque nous accompagnons les collectivités locales depuis 2012. Nous sommes le premier prêteur des collectivités locales et nous nous sommes associés dans le cadre des universités des maires pour former les nouveaux élus avec la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, qui est en plus l'actionnaire du groupe La Poste, mais qui est aussi donc un des bras armés et bras financiers de l'État pour accompagner les collectivités locales. Et l'idée, hein, c'est de rassembler cette double expertise, aussi bien du côté de la Banque des Territoires, qui a un son d'outils et de conseils à vous apporter, avec la Banque Postale. Surtout du côté de la Banque Postale, hein, on a une direction des études, j'y reviendrai pendant la présentation, très utile, qui est amenée à réaliser un certain nombre de publications en lien avec un certain nombre d'associations d'élus, notamment avec l'Association des maires de France, et qui donc pourra vous apporter des éléments d'expertise, de prise de recul pour pouvoir mieux vous positionner, hein, donc dans le contexte à la fois de l'ensemble des collectivités locales, mais également avoir des éléments de comparaison pour votre commune avec d'autres communes de la même strate. Je ne vais pas être plus long sur cette page de pub. Si je rentre tout de suite dans le vif du sujet, avant de dérouler les différentes parties, juste un rappel, le paysage institutionnel français a fortement évolué sur le mandat qui s'est écoulé, le mandat 2014-2020. Il a été impacté sur les communes avec une baisse du nombre de communes, hein, qui constituent le territoire français, où de par le passé on parlait beaucoup des 36 000 communes françaises. Aujourd'hui, les communes sont un peu moins de 35 000, avec notamment le phénomène des communes nouvelles qui ont été créées donc, et qui ont permis de réduire le nombre de communes sur la France.
Ça touche aussi bien les territoires ruraux, avec quelques villages de 300, 400 habitants qui ont décidé de se regrouper ensemble pour créer une commune nouvelle de 1000 à 2000 habitants, de manière à avoir une assise financière beaucoup plus large. Mais ça concerne aussi des territoires très urbains. Je pense notamment à 2 grandes communes nouvelles qui sont créées, aussi bien du côté de Cherbourg que du côté d'Annecy, où l'ensemble des communes d'une intercommunalité ont décidé de s'associer ensemble pour créer une commune nouvelle et mener à bien les différents projets. C'est plus de 1200 communes nouvelles qui ont vu le jour et qui ont entraîné donc cette baisse donc, des différentes communes. Du côté des départements, la baisse elle est beaucoup plus faible. C'est pas qu'on a rassemblé des départements ensemble, mais c'est que sur certains territoires, en Corse, en Guadeloupe, du moins pardon, en Corse, en Martinique ou en Guyane, nous avons créé ce que l'on appelle des collectivités territoriales uniques, où la région a fusionné avec les départements qui constituaient ces territoires. Concernant les régions, vous le savez, c'est le nouveau découpage qu'a voulu le Premier ministre Manuel Valls, avec une volonté de réduire le nombre de régions, notamment en métropole, 13 régions en métropole. Lorsqu'on rajoute les régions d'outre-mer, on se retrouve donc sur la France avec 17 régions. L'objectif était d'avoir des régions de taille beaucoup plus homogène, de manière à pouvoir peser au niveau européen, un peu comme les Landes allemands, et ne pas avoir des régions de taille assez faible. Je pense notamment à l'ancienne région Limousin, par exemple, ou la région Auvergne, qui était de taille beaucoup plus faible que certaines autres régions de notre territoire. Du côté des groupements à fiscalité propre et les groupements sans fiscalité propre. Alors, qu'est-ce que l'on intègre dedans? Dans les groupements à fiscalité propre, ce sont les communautés. Communautés de communes, communautés d'agglomération, métropole, communautés urbaines. La volonté du législateur a été de réduire le nombre de communautés sur le territoire français. Nous avions, de par le passé, des communautés qui étaient de taille relativement modeste, 3, 4 000, 7 000 habitants, sur des territoires très ruraux, et la volonté du législateur était de créer des communautés avec une assise financière beaucoup plus large. Et dans le cadre de la loi NOTRe, dont on parlera à différentes reprises sur ce module, nouvelle organisation du territoire de la République, le législateur a souhaité créer des communautés de taille beaucoup plus importante, de manière à avoir une assise financière beaucoup plus large. Et donc, dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale, le préfet a proposé de rassembler un certain nombre de communautés qui se sont regroupées entre elles pour avoir une assise beaucoup plus large. Ça a créé quelques irritants sur le mandat précédent. Peut-être certains de vos prédécesseurs vous en ont parlé ou vous en entendrez parler lorsque vous serez amené à échanger avec vos collègues de l'intercommunalité. Mais ça a permis de réduire le nombre d'intercommunalités et avoir des intercommunalités de taille un peu plus importante, même si certaines sont ce que l'on appelle des intercommunalités XXL, d'où la loi engagement et proximité qu'on évoquera tout à l'heure, a mis en place ce qu'on appelle la conférence des maires. Ça a impacté certes les groupements à fiscalité propre, donc les communautés, mais ça a également impacté les groupements sans fiscalité propre. C'est quoi? Ce sont les syndicats de communes dans lesquels vous êtes amenés à adhérer pour gérer un certain nombre de compétences. Un syndicat à vocation unique, un syndicat à vocation multiple, par exemple un syndicat d'eau ou d'assainissement auquel adhère votre commune, un syndicat pour gérer un groupement pédagogique qui a été mis en place, plus de 13 000 syndicats qui existaient en 2014, un peu plus de 9 000 syndicats à ce jour. Là également, la volonté était de transférer un certain nombre de compétences qui étaient gérées par les syndicats aux intercommunalités directement à fiscalité propre, ou sinon de regrouper des syndicats entre eux de manière à pouvoir, j'ai envie de dire, mieux gérer le paysage institutionnel français. C'est pour ça que de par le passé, on parlait beaucoup du millefeuille territorial français, avec les communes, les départements, les régions, les groupements à fiscalité propre, les groupements sans fiscalité propre. La volonté du législateur a été de réduire de manière assez sensible les différentes collectivités qui interviennent sur les territoires. Néanmoins, on le voit, ça reste quand même assez important. Pas loin de 35 000 communes, pas loin de 100 départements, 17 régions, 1200 intercommunalités, 9 000 syndicats. On est toujours dans ce millefeuille territorial. Notre idée est que ce qui s'est passé sur le mandat précédent avec le regroupement d'un certain nombre de collectivités locales, on ne va pas forcément le retrouver sur le mandat 2020-2026. Je touche du bois, on peut se tromper. Mais sur le mandat qui s'ouvre devant nous, on pense qu'on assistera plutôt à une stabilité sur les différentes collectivités locales, mais par contre avec une volonté du législateur de donner plus de pouvoir localement. Et c'est notamment ce qui sera évoqué donc, dans les prochains projets de loi qui seront discutés avec le Parlement, bien évidemment donc, aussi avec vos associations d'élus et au premier chef l'Association des maires de France, notamment dans le projet de loi C3D, donc décentralisation avec une volonté de donner plus de pouvoir localement, et le droit à l'expérimentation. Donc c'est plutôt ce que l'on verra sur le mandat qui va venir.
Alors, pour cette matinée, cette fin de matinée, 3 grandes parties. Dans un premier temps, c'est bien évidemment de connaître le calendrier, les grands principes et la procédure d'élaboration budgétaire. C'est le préalable essentiel avant d'attaquer la construction du budget. Et lorsque l'on construit son budget, on le verra, c'est ce qu'on va évoquer dans la troisième partie, il y a des arbitrages qui seront nécessaires et donc c'est ce que l'on a appelé décider. La première partie sera un peu plus longue, la deuxième un peu plus succincte et la troisième sera beaucoup plus rapide. Donc ne soyez pas étonnés si effectivement on n'est pas sur un coup 3 fois 30 minutes, donc sur ce qui nous amène ce matin. Premier point, le budget. Le budget est un acte politique fort et comme l'évoque le fameux CGCT, c'est quoi? Le Code général des collectivités territoriales. C'est le code qui va vous suivre sur toute la durée de vie de votre mandat. C'est dans ce code qu'on retrouve l'ensemble des différents textes législatifs, réglementaires, qui définissent les règles concernant le fonctionnement des collectivités locales, aussi bien sur la partie budgétaire, l'organisation du conseil municipal, les différentes délibérations qui peuvent être confiées à l'exécutif, la tenue du débat d'orientation budgétaire. C'est vraiment la Bible et les textes de loi qui s'appliquent à vous sur l'ensemble du fonctionnement de votre collectivité locale. Donc le budget tel qu'il est défini au Code général des collectivités territoriales, c'est quoi? C'est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Comme son nom l'indique, le budget est donc un document prévisionnel qui ouvre les crédits que vous allez pouvoir engager aussi bien en dépenses, ce que vous allez donc dépenser, que en recettes. Et on le verra, il faudra que le budget soit équilibré, donc que vos recettes soient égales à vos dépenses. C'est un acte donc de prévision qui ouvre les crédits, et c'est un acte d'autorisation, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales. C'est le budget de la commune est proposé par le maire et adopté par l'Assemblée délibérante. Donc c'est votre responsabilité en tant que président de l'exécutif de préparer le budget avec un certain nombre de principes, un certain nombre de carcans que l'on va voir, que vous allez pousser à l'Assemblée délibérante, à votre conseil municipal, et c'est le conseil municipal qui vote le budget, ou pas. Mais généralement, il vaut mieux qu'il le vote. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être délégué, bien évidemment, par délibération au président de l'exécutif, c'est bien une compétence de l'Assemblée délibérante, du conseil municipal ou du conseil communautaire pour les intercommunalités. Différents types de documents budgétaires existent. On utilise souvent des termes barbares, donc vous allez être familier avec le DOB, le BP, l'ADM, le BS. C'est quoi tout ça? Le DOB, c'est le débat sur les orientations budgétaires. Il est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, pour les intercommunalités de plus de 10 000 habitants et pour les syndicats de communes qui ont au minimum une commune de plus de 3 500 habitants dans leur conseil. Pour les communes de plus de 3 500 habitants, quelques jours avant le vote du budget, vous devez présenter ce que l'on appelle le débat sur les orientations budgétaires, avec un rapport sur les orientations budgétaires qui doit intégrer un certain nombre d'informations concernant l'évolution de la masse salariale, les investissements qui sont prévus, les politiques que vous définissez en termes fiscaux, tarifaires, le stock de dette, comment est-ce qu'il évolue et comment est-ce qu'il se décompose. L'idée, c'est de donner une information en amont du vote du budget à l'Assemblée délibérante sur les grands équilibres, les grands enjeux, pour tenir ce que l'on appelle ce débat sur les orientations budgétaires. Une fois que ce débat s'est tenu, uniquement donc pour les communes de plus de 3 500 habitants, comme je l'évoquais, on retrouve le budget primitif. Comme son nom l'indique, le budget primitif, c'est le premier budget donc, qui contient les prévisions de dépenses et de recettes et qui va être voté par le conseil municipal, le fameux BP. Lorsque vous votez votre budget primitif, vous le votez à une date fixe. On la verra dans le calendrier budgétaire. Néanmoins, dans le courant de l'année, il peut y avoir des changements, des nouvelles dépenses que vous souhaitez engager, des dépenses imprévues qui n'avaient pas été anticipées. Et dans ce cas, vous avez la possibilité d'amender ou de modifier votre budget primitif via ce que l'on appelle une décision modificative. Et donc, c'est la possibilité de modifier les crédits budgétaires qui avaient été prévus en dépenses ou en recettes à une date donnée, que vous modifiez via une décision modificative. Le budget supplémentaire, c'est également une décision modificative, mais qui permet de reprendre les résultats de l'exercice précédent. Nous le verrons, lorsque vous adoptez le compte administratif, on va arrêter
les résultats de la section de fonctionnement et de la section d'investissement que vous allez affecter sur le budget supplémentaire pour équilibrer vos dépenses et vos recettes. Voilà donc les différents documents budgétaires, débat d'orientation budgétaire, budget primitif, décision modificative, qui sont, j'ai envie de dire, les éléments avec lesquels vous allez être familier par la suite. Tout cela se fait dans ce que l'on appelle un contexte particulier, et notamment qui a été défini dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, qui avait imposé ce que l'on appelle les contrats de Cahors ou la contractualisation avec les collectivités locales, où l'État demandait un effort aux collectivités locales pour maîtriser la dépense locale. L'État a volonté donc de réduire son déficit et ses dépenses. Il avait demandé la même chose à la sécurité sociale, il a demandé le même effort aux collectivités locales et il a contractualisé avec les collectivités locales pour que leurs dépenses de leur ensemble ne évoluent pas de plus de 1,2% sur la période 2018-2022. Compte tenu du contexte de crise Covid que nous avons connu, ces contrats ont été mis entre parenthèses pour l'exercice 2020, mais on les verra revenir en 2021. Ils concernent les communes, les intercos, les départements et les régions qui ont un budget de plus de 60 millions d'euros de dépenses, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre vous, hein, je vous rassure, mais globalement, l'effort de maîtrise des dépenses locales s'applique à tous, aussi bien les petites communes que les grosses collectivités locales, et on verra donc comment l'État souhaite amender cette loi de programmation des finances publiques, et ce sera un débat que l'on aura, je pense, dans le cadre de la préparation de la loi de finances d'ici la fin de cette année. Toujours dans les documents budgétaires, compte administratif, compte de gestion. Le budget primitif est le document par lequel vous ouvrez les autorisations budgétaires. Le compte administratif est le document qui retrace ce qui a été vraiment dépensé et encaissé. C'est un document comptable, hein, donc, qui n'est pas un document de prévision, mais un document de réalisation. Il est tenu par l'ordonnateur. L'ordonnateur, c'est qui? C'est vous, c'est le président de l'exécutif. Donc, en tant que maire, vous allez tenir la tenue du compte administratif où, à chaque fois que vous allez réaliser une dépense, une recette, vous allez constater les différents crédits qui ont été consommés sur la section de fonctionnement, on y vient tout à l'heure, sur la section d'investissement, en dépenses et en recettes. Le comptable tient une comptabilité à côté de la vôtre. C'est ce que l'on appelle le compte de gestion. Vous le verrez, si vous l'avez déjà vu, hein, lorsque vous allez engager une dépense, ce n'est pas vous qui allez faire un chèque à votre fournisseur. Vous allez faire ce que l'on appelle un mandat que vous allez transmettre à vos comptables publics. Votre comptable public, c'est votre banque, c'est votre trésorier. C'est lui qui va payer directement le fournisseur. Et lui, donc, tient la même comptabilité que la vôtre via ce que l'on appelle le compte de gestion. Une fois par an, lorsque le comptable arrête son compte de gestion, il vérifie, et vous devez vérifier avec lui, que le compte administratif et le compte de gestion sont en concordance, que les résultats du compte de gestion et les résultats du compte administratif sont les mêmes, et que l'ensemble des différentes dépenses et l'ensemble des différentes recettes sont identiques. Donc, il y a une double comptabilité, une du côté du comptable public, une du côté de l'ordonnateur, et quand vous adoptez le compte administratif au conseil municipal, vous allez prendre aussi une délibération qui indique que les résultats du compte de gestion sont en concordance avec les résultats du compte administratif. Vous vérifiez que la comptabilité tenue par le comptable est en ligne avec la comptabilité tenue par vous-même au niveau de la collectivité locale. Il y a la possibilité donc de créer ce que l'on appelle un compte financier unique. C'est certaines collectivités locales qui se sont portées de manière volontaire pour fusionner tout cela dans un seul et même document via le compte financier unique. Je ne vais pas venir en détail là-dessus, sachez juste que cela existe. Une fois qu'on a vu les différents documents, les grands principes qui s'appliquent. L'annualité, l'unité, l'universalité, la sincérité et l'équilibre. On attaque tout de suite dans le vif du sujet. L'annualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les recettes et les dépenses que vous prévoyez le sont sur une durée de 1 an, avec un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et qui s'achève le 31 décembre. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix sur la date à laquelle vous faites commencer votre exercice comptable, par opposition à une entreprise qui peut décider de définir un exercice comptable qui ne va pas du 1er janvier au 31 décembre, mais qui peut par exemple commencer le 1er octobre et finir le 30 septembre. Pour vous, au niveau des collectivités locales, l'année commence le 1er janvier, elle s'achève le 31 décembre. C'est cette annualité que l'on retrouve. Il existe néanmoins quelques dérogations. C'est quoi? C'est la journée complémentaire. Qu'est-ce que la journée complémentaire?
c'est la possibilité jusqu'au 21 janvier de l'exercice suivant de pouvoir rattacher un certain nombre de dépenses et de recettes qui ont été engagées à la fin de l'année, mais pour lesquelles vous avez reçu la facture au début du mois de janvier. Vous avez passé une commande d'un certain nombre de fournitures, de stylos, de cahiers auprès de votre prestataire le 24 décembre. La facture est arrivée le 2 janvier. Vous allez rattacher la dépense sur l'exercice de l'année précédente, même si la facture, vous la recevez le 2, le 3 ou le 4 janvier. Et donc, cette journée complémentaire, c'est la possibilité de rattacher un certain nombre de dépenses ou de recettes que vous allez recevoir d'ici le 21 janvier sur l'exercice de l'année précédente. Autre exception, ce que l'on appelle les plans pluriannuels d'investissement avec les autorisations de programme. C'est la possibilité pour vous de définir un grand projet d'investissement, mais de prévoir année par année les crédits de paiement qui sont nécessaires. Exemple, vous avez décidé, dans le cadre de votre mandat municipal, dans le cadre des engagements que vous avez pris avec vos habitants, de construire un nouveau groupe scolaire avec l'extension de l'école maternelle, élémentaire et la création d'un centre de loisirs à hauteur de 3 millions d'euros. Pour chacun, il y a 1 million d'euros pour l'extension de l'école élémentaire, 1 million d'euros pour l'extension de l'école maternelle, 1 million pour le centre de loisirs, et vous avez décidé d'engager ces dépenses en partie en 2021, le reste en 2022 et en 2023. Donc vous avez la possibilité, par exemple en 2021, de voter ce plan pluriannuel d'investissement avec une autorisation de programme à hauteur de 3 millions d'euros. Néanmoins, en termes de crédit de paiement, vous affecterez en 2021 uniquement 1 million d'euros pour l'extension de l'école élémentaire, en 2022, 1 million d'euros pour l'extension de l'école maternelle, et en 2023, 1 million d'euros pour la réalisation du centre de loisirs. Le fait de fonctionner en autorisation de programme et crédit de paiement, comme il faut respecter la règle de l'équilibre budgétaire, on va le voir un peu plus loin, ça vous permettra de trouver la recette en face de la dépense chaque année. 1 million de recettes qu'il faut trouver pour 2021 pour l'investissement de 2021, 1 million en 2022, 1 million en 2023, et de ne pas avoir mobilisé tout de suite une recette de 3 millions d'euros d'investissement que vous allez dépenser sur 2 exercices derrière. Autre principe budgétaire, l'unité. L'unité, ça veut dire que l'ensemble des informations doivent se retrouver dans un document unique, ce que l'on appelle le budget primitif. Néanmoins, il y a des documents budgétaires qu'on va retrouver, il y a le budget primitif, mais je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, il y a des décisions modificatives ou des budgets supplémentaires, c'est-à-dire que même si on trouve tout sur un même document, à un moment, on va modifier les crédits à un instant T via une décision modificative. Vous avez la possibilité également de mettre en place ce que l'on appelle des budgets annexes pour individualiser un certain nombre de services ou un certain nombre d'opérations. J'y reviendrai tout à l'heure dans le détail. Et puis, vous avez des budgets autonomes qui sont donc rattachés indirectement à la commune, notamment du côté des CCAS ou de la Caisse des écoles. J'y viendrai juste derrière. Budget annexe, budget autonome, qu'est-ce que c'est? Le budget annexe, ça permet de suivre, à côté du budget primitif, du budget principal, un certain nombre de dépenses, de recettes que vous mettez sur un autre budget à côté. Les budgets annexes sont obligatoires dans un certain nombre de contextes, notamment pour la gestion de ce que l'on appelle des services publics industriels et commerciaux, des SPIC, qui sont gérés par la commune. C'est quoi un SPIC? C'est tout ce qui touche à l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères, si vous fonctionnez via une redevance. Pour ces différents budgets, la redevance qui est prélevée sur l'usager, la redevance de l'eau, la redevance d'assainissement, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, doit couvrir le coût du service. Il n'y a pas de possibilité de fiscaliser ces budgets pour couvrir le service de l'eau, de l'assainissement ou des ordures ménagères. Donc, c'est que la redevance que vous allez prélever sur l'usager doit équilibrer donc la dépense qui est engagée. C'est pour ça qu'ils sont isolés via des budgets annexes, de manière à s'assurer que ces budgets soient bien équilibrés avec la redevance que vous appliquez sur l'usager. Il existe néanmoins quelques exceptions. Pour les communes de moins de 3 000 habitants, vous avez la possibilité que le budget principal abonde le budget annexe, et donc, en quelque sorte, c'est le contribuable local qui peut abonder le service de l'eau, de l'assainissement. Autre exception, c'est si vous engagez des investissements qui sont lourds et que cela aura un impact important sur la redevance. Dans ce cas, à titre exceptionnel et par dérogation au Code général des collectivités territoriales, le budget principal peut exceptionnellement abonder le budget annexe pour éviter que la hausse de la redevance ne soit trop importante.
Ça veut dire que quand vous allez engager des dépenses d'investissement en matière d'eau, d'assainissement, d'ordures ménagères, si la compétence n'est pas transférée à l'intercommunalité, il faut bien s'assurer que la redevance que vous appliquez sur l'usager est suffisante. Sinon, il faut penser à augmenter régulièrement le tarif de l'eau, de l'assainissement, et ne pas aller chercher un abondement via le budget principal. Ça, c'est obligatoire donc sur un centre de service, mais vous avez également la possibilité de créer un budget annexe pour isoler un centre d'activité. Et vous allez le voir, hein, peut-être que vous l'avez déjà constaté, souvent sur les communes rurales, il y a des budgets annexes qui ont été mis en place pour gérer les lotissements, pour gérer l'ensemble du parc locatif que vous avez, hein, donc des communes qui ont acheté un certain nombre de logements que vous louez, et donc on les retrouve sur des budgets annexes. Sur des communes forestières, ce n'est pas forcément le cas, hein, sur les Deux-Sèvres, mais on le retrouve sur les Landes, on le retrouve sur les Vosges. Il y a des budgets annexes forêt qui permettent donc de pouvoir isoler ce service. Le budget principal, il est voté par le conseil municipal. Le budget annexe est également voté par le conseil municipal. Et lorsque vous votez le budget primitif, il faut bien voter celui du budget principal et celui du budget annexe lors de la même séance. Ensuite, lorsque vous faites des décisions modificatives, cela peut se faire à tout moment. Pas forcément une nécessité de faire une décision modificative sur le budget principal. Si vous avez besoin d'en faire une sur le budget annexe, ça, c'est tout à fait libre. Qu'est-ce que les budgets autonomes et les contrats attachés? C'est ce que vous allez retrouver sur le CCAS, le Centre communal d'action sociale, la Caisse des écoles, la régie autonome. C'est des budgets qui sont autonomes, qui vivent à côté de la collectivité locale, mais qui peuvent être abondés via le budget principal de votre commune. Vous versez une subvention municipale au budget du CCAS, au budget de la Caisse des écoles, pour mener à bien un certain nombre de services qui sont donc gérés via un budget annexe et qui sont votés par leurs propres instances, le conseil d'administration du CCS ou le conseil de la Caisse des écoles. J'avance sur les autres principes. L'universalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut inscrire toutes les dépenses et les recettes dans leur intégralité sans compensation. Quelques exemples. Vous décidez d'emprunter. Vous faites un emprunt à hauteur de 100 000 euros. Dans le cadre donc, de l'emprunt qui est mis en place, la banque va appliquer ce que l'on appelle des frais de dossier. Ces frais de dossier, on va dire qu'ils représentent 1 000 euros. La banque vous fait un prêt de 100 000 euros. Elle va le prélever au moment où elle va vous verser les fonds, la commission de 1 000 euros. Donc en vérité, sur votre compte, vous n'allez pas toucher 100 000 euros, mais 99 000 euros. Dans votre budget, vous n'allez pas inscrire que 99 000 euros. Vous allez bien inscrire au compte 1641, emprunt, 100 000 euros. Et en dépenses de fonctionnement, frais bancaires et assimilés, 1 000 euros. Même si sur votre compte au trésor, vous ne touchez que 99 000 euros. Autre exemple, qui est aussi assez fréquent, vous êtes amené à commander régulièrement auprès du même fournisseur pour tout ce qui concerne la papeterie, les livres, les stylos, etc. Vous avez une sorte de carte de fidélité qui vous est mise en place et au bout de la 10e commande, il y a une ristourne de 10% qui vous est accordée. Donc vous allez recevoir votre 10e commande à hauteur de 100. Il y a une ristourne de 10 qui vous est appliquée. En vérité, vous n'allez payer que 90. Est-ce que la dépense que vous inscrivez au budget n'est que de 90? Non. Il faut bien inscrire en dépense 100. Et ensuite, vous avez un compte donc en recette, atténuation de charge, à hauteur de 10 qui correspond à la ristourne que vous allez avoir. Donc on inscrit toujours la dépense dans sa totalité, éventuellement la ristourne que vous avez de l'autre côté en recette pour atténuer cette dépense, même si sur votre compte au trésor, effectivement, vous avez une somme différente. La sincérité. Alors ça m'amuse toujours, parce que les nouveaux élus que vous êtes, bien évidemment, ils sont sincères, bien évidemment qu'ils sont loyaux. Si vous êtes présenté au suffrage universel et si vous avez été élu, c'est que vous êtes sincère. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau budgétaire? C'est que vous présentez les sommes, donc les dépenses et les recettes de manière sincère, sans surévaluer les recettes, sans sous-évaluer les dépenses. Exemple, vous avez 15 agents dans votre collectivité locale. Il faut qu'au moment où vous votez votre budget primitif, vous prévoyez les crédits budgétaires nécessaires au traitement des 15 agents. Et pas uniquement pour 10 agents au budget primitif, en espérant avoir des recettes supplémentaires dans 6 mois pour voter la dépense complémentaire. On vote bien l'ensemble des crédits dès la première année. Idem concernant éventuellement des subventions. Si vous savez que l'école que vous allez financer peut être financée par l'État via un certain nombre de dotations, notamment par exemple la dotation aux équipements des territoires ruraux, la DETR, vous savez qu'elle est plafonnée à hauteur de 200 000 euros,
Ben, ne dites pas que vous allez récupérer 300 000 euros de subvention de DETR alors que vous savez que c'est plafonné à 200 000 euros. Vous allez céder un certain nombre de biens dans votre commune, vous avez un vieux corps de ferme dont la commune est propriétaire que vous allez vendre, il est en mauvais état, vous savez très bien que vous n'allez pas en tirer plus de 50 000 euros au mieux. Dans ce cas, vous prévoyez, au moment où vous votez votre budget primitif, une recette de 50 000 ou de 40 000 euros, pas plus, parce que vous savez très bien que vous n'allez pas le vendre à un montant plus élevé. Idem, si un risque existe sur la collectivité locale, vous avez l'obligation de provisionner. Si votre prédécesseur, par exemple, a été condamné en première instance, même s'il a fait appel, il faut provisionner la somme qui a été définie par le tribunal administratif, par les tribunaux, de manière à ne pas se retrouver en difficulté si jamais vous êtes condamné ensuite en appel. C'est ça le principe de sincérité concernant le budget d'une collectivité locale. L'équilibre budgétaire, autre principe budgétaire. Il signifie, il rentre en ligne de compte à double titre. Premier point, il faut que chaque section soit équilibrée. On y reviendra tout à l'heure. La section de fonctionnement doit être équilibrée en dépenses et en recettes. La section d'investissement est également équilibrée en dépenses et recettes. Le budget est évalué de manière sincère, donc vous avez bien inscrit la totalité des dépenses dont vous avez connaissance, la totalité des recettes que vous anticipez, et vous faites en sorte que le remboursement de vos dettes, il est couvert par les recettes propres du budget. Autrement dit, vous n'avez pas le droit d'emprunter pour rembourser la dette. Comment est-ce que l'on établit, comment on identifie cet équilibre budgétaire concernant donc le remboursement de l'emprunt? Vous allez prendre vos recettes de fonctionnement, vous allez prendre vos dépenses de fonctionnement. Les recettes excèdent les dépenses de fonctionnement au moment du budget primitif puisque vous prévoyez un autofinancement prévisionnel qui est le virement à la section d'investissement. Donc, ce virement à la section d'investissement va permettre de rembourser prioritairement la dette. Donc, il faut s'assurer que le virement à la section d'investissement soit supérieur au remboursement de la dette. Si ce n'est pas le cas, il faut regarder quelles sont vos recettes propres d'investissement que vous avez hors emprunt, donc en recettes d'investissement, concernant aussi bien des dotations que vous allez recevoir en termes de recettes d'investissement, des subventions d'investissement, de la taxe d'aménagement. Et donc, il faut s'assurer que le virement à la section d'investissement plus ses recettes propres d'investissement excède le remboursement du capital de la dette. Donc c'est comme ça qu'on vérifie donc la règle de l'équilibre budgétaire et que donc la dette est bien assurée par des recettes propres sans avoir un nouvel emprunt. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure sur le schéma d'équilibre budgétaire. Une fois qu'on a vu les différents documents, les principes, c'est le calendrier budgétaire. Alors, première slide, on regarde dans un premier temps l'exercice 2020 parce qu'il est particulier. Le débat sur les orientations budgétaires, il peut se tenir jusqu'au 31 juillet. Exceptionnellement, pour l'année 2020, le débat sur les orientations budgétaires peut se faire lors de la même séance que le vote du budget primitif. Le budget primitif doit être voté avant le 31 juillet 2020. Donc, si vos prédécesseurs n'ont pas encore voté le budget, le compte à rebours, il s'est déjà enclenché chez vous puisque le budget doit être voté avant la fin du mois de juillet. Une petite particularité, c'était les taux de fiscalité. Les taux de fiscalité devaient être votés avant le 3 juillet 2020. C'est un peu aberrant. Excusez-moi, hein, je suis un peu direct là-dessus. On laisse les conseils municipaux voter le budget d'ici le 31 juillet, mais par contre, sur le vote des taux, on leur dit c'est avant le 3 juillet, c'est-à-dire demain. C'est quoi le vote des taux? C'est sur la taxe d'habitation, dans le cadre de la réforme, le taux est gelé. Donc, il n'y a pas de possibilité de jouer à la hausse ou à la baisse. Mais c'était la possibilité pour les conseils municipaux, conseils intercommunaux, de voter donc soit à la hausse, soit à la baisse, le taux sur le foncier bâti, le taux sur le foncier non bâti. Le calendrier, il n'est pas idéal, donc actuellement, vous avez un débat dans le cadre de la loi de finances rectificative pour pouvoir permettre aux conseils municipaux de modifier les taux de fiscalité d'ici le 1er août. Donc pour l'instant, la loi, c'est le 3 juillet, mais il est possible que dans le cadre du débat que nous avons aujourd'hui au Parlement via la loi de finances rectificative numéro 3, que cette date soit décalée au 1er août au plus tard. Donc il faudra rester en veille là-dessus. Je pense que l'AMF vous informera effectivement s'il y a des modifications dans ce sens-là. Après, clairement, on est en année électorale, on est post-crise Covid, avec beaucoup de ménages qui ont vu leurs ressources diminuer. À titre personnel, je ne pense pas que ce soit la meilleure année pour augmenter les taux de fiscalité sur le foncier bâti ou le foncier non bâti. Hein. Donc, si vous partez sur un gel des taux, ça ne modifie pas grand-chose hein, si la loi modifie la date du 1er août ou pas. Voilà.
Le compte administratif qui retrace la réalisation donc, de ce qui a été réalisé sur l'exercice 2019, lui doit être également adopté avant le 31 juillet de cette année. Une fois que le compte administratif est adopté, vous allez pouvoir reprendre les résultats du compte administratif sur la section de fonctionnement et la section d'investissement pour engager soit de nouvelles dépenses, soit équilibrer un certain nombre de dépenses que vous voulez faire via un budget supplémentaire. Ce budget supplémentaire, vous avez jusqu'au 31 décembre de cette année pour l'adopter. Si le budget primitif a déjà été adopté, vous pouvez modifier les différentes dépenses et recettes qui ont été prévues par vos prédécesseurs via une décision modificative. Mais ayez en tête, c'est que le budget primitif, il doit être équilibré en dépenses-recettes. Si vous décidez de modifier les crédits via une décision modificative, cette décision modificative doit être équilibrée en dépenses-recettes. Donc, vous décidez d'engager de nouvelles dépenses de fonctionnement parce que vous avez pris des engagements suite à la campagne municipale, il faut que ces dépenses soient équilibrées par des recettes en face. Si vous n'avez pas de recettes en face, vous ne pouvez pas engager de nouvelles dépenses. Idem en termes d'investissement. Si vous décidez de lancer un nouvel équipement, il faut trouver la recette en face. Alors, pour l'investissement, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut prévoir le recours à l'emprunt. On le verra par la suite. Et donc, ces décisions modificatives, vous pouvez les adopter pour modifier les crédits qui ont été votés au budget primitif jusqu'au 21 janvier 2021, notamment pour tenir compte de ce que l'on appelle cette journée complémentaire que j'évoquais avec vous. Mais cela concerne uniquement les crédits de la section de fonctionnement, parce que sur les crédits de la section d'investissement, la décision modificative ne peut pas aller au-delà du 31 décembre de cet exercice. Voilà pour le calendrier budgétaire pour l'exercice 2020. Si vous avez des interrogations, sachez que dans le cadre de Mairie 2000, il y a un module spécifique qui a été réalisé, préparer et voter le budget donc d'une commune ou d'une intercommunalité pour l'année 2020. Vous le retrouvez sur YouTube, vous tapez Mairie 2000 et vous avez l'ensemble des webinaires qui ont déjà eu lieu, que vous retrouvez directement en ligne. L'année prochaine, on rebascule, je l'espère, sur un cycle budgétaire normal et tout au long du mandat, jusqu'en 2026, on sera sur un cycle budgétaire normal. Dans un cycle budgétaire normal, le débat sur les orientations budgétaires ne doit pas se tenir en même temps que le vote du budget primitif et doit se tenir dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif. Le budget primitif peut être adopté jusqu'au 15 avril 2021, donc jusqu'au 15 avril de l'année N, avec également le vote des taux jusqu'au 15 avril de l'année N. Le compte administratif, donc notamment le compte administratif 2020, qui va retracer les dépenses et les recettes que vous avez réalisées sur l'exercice 2020, lui, il sera adopté d'ici le 30 juin 2021. C'est une date butoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut le voter le 30 juin, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de le voter à tout moment. Dès que vous avez arrêté votre compte administratif, que vous êtes en lien avec votre comptable public et qui vous a transmis son compte de gestion et que les écritures sont conformes, vous pouvez adopter votre compte administratif à tout moment. Le constat que l'on fait, c'est que globalement, les communes rurales sont amenées à voter leur compte administratif au moment où elles votent leur budget primitif. Comme ça, elles reprennent tout de suite les résultats sur le budget primitif, elles ne font pas de budget supplémentaire, et ça permet de récupérer les résultats de la section de fonctionnement, notamment, pour engager des dépenses nouvelles sur la section de fonctionnement. Donc généralement, on voit les communes rurales qui votent leur budget primitif fin mars, début avril, et dans la foulée, leur compte administratif en même temps. Les communes urbaines ont un calendrier budgétaire un petit peu différent. Elles aiment bien voter leur compte administratif le plus tardivement possible, généralement plutôt au mois de juin. Par contre, le budget primitif, elles le adoptent très tôt, soit en décembre, soit au mois de janvier, ce qui permet tout de suite de lancer les différents marchés publics et ne pas attendre le vote du budget primitif. Est-ce que ça veut dire que dans l'attente du budget primitif, on ne peut pas engager de dépenses ou de recettes? Non, heureusement. Que prévoient les textes? Les textes prévoient que sur la section de fonctionnement, vous avez la possibilité d'engager, dans l'attente du vote du budget primitif, l'ensemble des dépenses qui ont été prévues sur la section de fonctionnement l'année précédente. Ça veut dire qu'en 2021, dans l'attente du vote du budget primitif, vous aurez la possibilité d'engager l'ensemble des dépenses qui ont été prévues sur l'exercice 2020. Concernant la section d'investissement, c'est le quart des dépenses d'investissement qui ont été prévues sur le budget 2020. Ça veut dire qu'en 2021, dans l'attente du vote du budget primitif, vous ne pourrez pas engager des dépenses d'investissement au-delà du quart des crédits qui avaient été ouverts sur l'exercice 2020. C'est vrai pour les dépenses. Par contre, pour l'emprunt, tant que vous n'avez pas voté votre budget primitif, vous ne pouvez pas emprunter. Donc, ayez en tête que si vous engagez des dépenses d'investissement au début de l'année, il faut que vous ayez en face la recette parce que vous ne pourrez pas emprunter tant que vous n'avez pas voté votre budget primitif. Le budget supplémentaire, ça ne change rien sur le calendrier et la décision modificative, comme
pour l'exercice 2020. Vous aurez jusqu'au 21 janvier 2022, par exemple, pour adopter une décision modificative et modifier les crédits budgétaires donc, de votre collectivité locale sur la section de fonctionnement et le 31 décembre pour la section d'investissement. Je l'évoquais, section de fonctionnement, section d'investissement. Pour que vous soyez familiers, qu'est-ce que l'on retrouve derrière? Dans la section de fonctionnement, on retrouve l'ensemble des dépenses qui concernent le fonctionnement d'une collectivité locale. Si certains d'entre vous ont fait un peu de comptabilité privée ou si vous avez une entreprise et que vous échangez avec votre comptable, c'est les différents comptes de la classe 6 qui concernent les dépenses de fonctionnement, les comptes de la classe 7 qui concernent les recettes de fonctionnement du plan comptable 82, si vous êtes familier là-dessus. C'est ce qui va toucher au fonctionnement courant de la collectivité locale, les frais de personnel, les subventions qu'on verse aux associations, les intérêts de la dette, les prestations de services, les contrats d'assurance, les prestations diverses et variées, c'est tout ce que vous avez, les frais de chauffage, les dépenses d'entretien, etc. Voilà. Par opposition à la section d'investissement, on retrouve les dépenses, les recettes qui vont affecter le patrimoine de la collectivité locale. C'est ce qui grossit la valeur de votre patrimoine. Les dépenses, bien évidemment, d'investissement, je réalise une nouvelle école, c'est une dépense d'investissement. Je suis amené à emprunter, c'est un engagement qui engage donc, bien évidemment ma collectivité locale et qui affecte mon patrimoine puisque c'est une dette à plus d'1 an. Voilà, donc c'est ce que l'on retrouve sur les comptes de classe 1, 2 et 4 du plan comptable général et qui touche donc le patrimoine de la collectivité locale. On verra quelques exemples pour que vous soyez familiers là-dessus. Opération réelle, opération d'ordre. Ça également, quand vous allez préparer le budget, vous allez le voir, il y a des opérations qui sont réelles. Ça veut dire qu'elles donnent lieu à décaissement de fonds sur votre compte au trésor. C'est quoi? C'est les dépenses de personnel. Là, vous payez vos agents, donc il y a bien de l'argent qui sort de votre compte au trésor. C'est les recettes fiscales que vous percevez par 12e, donc chaque mois, vous percevez les dotations et les recettes fiscales par 12e. C'est des sommes qui rentrent sur votre compte au trésor. Par opposition à des dépenses que vous allez inscrire dans votre budget, ou des recettes que vous allez inscrire dans votre budget, qui sont des opérations d'ordre. Ce sont des dépenses et des recettes que vous inscrivez dans votre budget, mais pour lesquelles il n'y a pas de décaissement. Je l'évoquais tout à l'heure avec vous en exemple. Lorsque vous votez votre budget, la section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes. Dans la section de fonctionnement, vous avez la fiscalité, les dotations, les produits et les services, et en face, vous avez des dépenses du même montant, frais de personnel, les prestations de services, etc. Mais généralement, il y a plus de recettes que de dépenses, puisqu'on prévoit au moment du budget primitif, sur l'article 011, virement prévisionnel à la section d'investissement, qui est une opération d'ordre, qui correspond à une dépense de fonctionnement d'ordre, que l'on retrouve en recette d'investissement en ordre, et qui correspond à l'autofinancement prévisionnel que vous sortez de votre fonctionnement et que vous rebasculez en investissement. Concernant les opérations d'ordre, ce qu'il faut noter, c'est qu'elles sont globalement équilibrées. Les dépenses d'ordre d'investissement et de fonctionnement cumulées sont égales aux recettes d'ordre d'investissement et de fonctionnement. Donc, si vous avez une opération d'ordre à un endroit, sur la section de fonctionnement ou sur la section d'investissement, vous retrouvez sa contrepartie de l'autre côté, de manière à ce qu'elle soit bien équilibrée. C'est notamment les dotations aux amortissements, c'est le virement prévisionnel à la section d'investissement. Le vote du budget. Quand vous allez voter votre budget, vous allez proposer à votre assemblée délibérante de le voter soit par nature, soit par fonction. Alors pour les communes rurales, il n'y a pas de débat, c'est un vote par nature. Le vote par nature, c'est quoi? C'est les grandes familles budgétaires que l'on connaît, charges de personnel, charges à caractère général, autres dépenses de gestion courante, etc. On le verra un peu plus dans le détail. Il y a l'obligation pour les communes de 3 500 habitants et jusqu'à 10 000 habitants d'avoir une présentation par nature et par fonction. Je vous le présenterai juste derrière. Les communes de plus de 10 000 habitants peuvent le voter par nature ou par fonction, sachant que la plupart le font directement par nature. Alors, c'est quoi les fonctions? C'est quoi les natures? Voilà un exemple qui est chiffré, qui permet de mieux voir. Précision. Quand vous allez voter votre budget, dans la première page de votre budget, vous devez préciser si vous votez par chapitre ou par article. Je ne peux que vous recommander de le voter par chapitre. Les grands chapitres, charges à caractère général, charges de personnel, autres charges de gestion courante, ce sont des grandes familles, ce qui permet ensuite de faire des virements au sein des différents articles.
Si vous décidez de le voter par article, donc par exemple l'article 60, achat et variation de stock, 61, tel crédit, vous ne pourrez pas faire des virements entre les différents articles parce que vous l'avez voté sur un carcan qui est bien défini. Donc, de manière à avoir le plus de souplesse, précisez que vous le votez par chapitre, ce qui permet de faire des crédits entre ensuite les différents articles. C'est beaucoup plus souple. Si vous le votez par fonction, voilà les différentes fonctions qui peuvent exister, mais 99% des communes le votent directement par article, par nature, par chapitre, pardon, c'est beaucoup plus lisible. Le contrôle, ayez en tête que vous serez contrôlé, bien évidemment, dans ce que vous allez faire. Mais ce n'est pas un contrôle a priori, c'est toujours un contrôle a posteriori. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter les différents principes quand vous préparez votre budget et que vous le faites voter par votre conseil, parce que a posteriori, vous allez être contrôlé. Par qui? Par le préfet, bien évidemment, par la Chambre régionale des comptes, également par les citoyens, et en cas de contentieux, ce sont les tribunaux administratifs qui interviennent. Le préfet va vérifier un certain nombre de choses. Et s'il constate des dysfonctionnements, il saisit la Chambre régionale des comptes, la CRC. Quand est-ce que le préfet intervient et saisit la CRC? Si le budget n'est pas voté dans les temps, c'est-à-dire avant le 15 avril d'un exercice normal. Vous avez un problème de quorum, vous avez un problème de majorité dans votre collectivité locale, vous n'avez pas à voter votre budget, à un moment ou à un autre, le préfet le constate et saisit la Chambre régionale des comptes, et la Chambre régionale des comptes s'empare du budget et c'est elle qui va le choisir et l'adopter. Et il s'imposera ensuite à l'ordonnateur, sachant qu'elle peut aller à l'extrême, c'est-à-dire qu'elle peut aussi se substituer lorsque la situation est grave, directement à l'ordonnateur, et donc dans ce cas, c'est le magistrat qui va engager directement le budget et engager les différentes dépenses et que vous perdez votre rôle d'ordonnateur. Ça, c'est quand même le cas extrême. Les autres situations où le préfet saisit la CRC, c'est quand le budget n'est pas voté en équilibre réel. Ce que j'évoquais avec vous, il faut que la section de fonctionnement et la section d'investissement soient chacune équilibrées et que le remboursement de l'emprunt soit assuré par des recettes propres donc, du budget. Si ce n'est pas le cas, le budget est en déséquilibre, le préfet le constate, il vous écrit dans un premier temps, il vous demande donc de modifier le vote de budget pour pouvoir respecter la règle de l'équilibre budgétaire. Si vous ne le modifiez pas, la Chambre régionale des comptes est saisie, elle vérifie si elle est en accord avec le préfet et qu'elle constate un déséquilibre budgétaire. Si elle le constate, elle va faire des mesures, elle va proposer des mesures pour rétablir l'équilibre réel. Comment est-ce que ça fonctionne? Toutes les dépenses non obligatoires sont réduites. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les dépenses non obligatoires? Les indemnités aux élus. Vous venez juste de vous les faire voter. Ben, ce n'est pas une dépense obligatoire, donc aucune indemnité aux élus. Boum, ça fait des économies. Les subventions de fonctionnement aux associations, ce ne sont pas des dépenses obligatoires, donc tant pis pour le club de poule, le club de loisirs, le club de culture. On fait sauter toutes les subventions de fonctionnement aux assos. Ce n'est pas suffisant, et bien on va trouver de nouvelles recettes. Quelles sont les recettes? C'est les recettes fiscales. Il faut augmenter les taux de fiscalité de foncier bâti, de foncier non bâti de 50%, qu'à cela ne tienne, on les augmente. C'est vous qui devrez l'assumer vis-à-vis du contribuable, mais c'est la Chambre régionale des comptes qui augmentera donc de manière unilatérale les taux de fiscalité pour pouvoir rétablir l'équilibre budgétaire en conséquence. Voilà. La CRC intervient également lorsqu'une dépense obligatoire n'est pas inscrite. On le verra dans le détail, quelles sont les différentes dépenses obligatoires. Donc c'est pour ça que quand vous préparez le budget, il faut bien évidemment donc toujours le voter en temps et en heure, respecter l'équilibre budgétaire et de bien inscrire l'ensemble des dépenses obligatoires pour éviter que le préfet vous écrive et saisisse la Chambre régionale des comptes. Tout cela se fait dans un carcan comptable. Vous serez familier de la M14. La M14, c'est quoi? C'est le plan de compte qui s'applique aux collectivités locales. Il est réactualisé par décret au 31 décembre de chaque année. Vous allez sur le site du ministère de l'économie et des finances, collectivitélocale.gouv.fr, et vous retrouvez chaque année la nomenclature comptable qui s'applique à vous, la M14 pour les communes et les groupements, pour vos différents budgets annexes, notamment les services publics locaux à caractère industriel et commerciaux, c'est de la M4, et vous retrouvez donc également cette nomenclature comptable. De manière à pouvoir vous équiper sur votre nouveau mandat, la Banque postale, en accord avec la Direction générale des finances publiques, a réédité le plan comptable M14, parce que le document que vous retrouvez sur Internet, il est lourd, il n'est pas simple. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a édité cette petite M14 avec un petit format de poche qui est assez utile. Et si vous en êtes d'accord, ce que je ferai, c'est que je récupérerai la liste de l'ensemble des différentes collectivités qui se sont inscrites et je vous adresserai par courrier, donc faire fonctionner un peu la poste, ce petit plan comptable
de manière à ce que je vous offre un petit cadeau de bienvenue. Comme ça, vous serez familier du plan comptable M14. Est-ce que sur cette première partie, connaître la procédure d'élaboration budgétaire, vous avez des questions? Parce que sur le chat, je ne vois rien. Non, effectivement, il n'y a rien sur le chat. Mais peut-être que vous pouvez poser vos questions oralement si vous avez envie, en ouvrant vos micros, non? C'est sans doute que c'est très clair, hein, Georges. J'essaye de chaque fois de prendre des exemples, mais c'est vrai que je suis un peu le petit Parisien qui a son débit de voix un peu rapide. De rien pour le Est-ce plan que tout va comptable. bien? Je vois quelques têtes là. Est-ce que tout va bien? Vous suivez? Oui? Bon, alors on continue. Allez. Bon, Nathalie, je vois que les personnes attendent avec impatience le plan comptable, donc il faut que je récupère assez rapidement la liste. Donc, de manière à ce que mes équipes vous l'adressent dès la semaine prochaine. Voilà. Oui, c'est un peu compliqué, c'est vrai. C'est une matière qui est dense, complexe. Pour des nouveaux, pour des néophytes, c'est vrai que OK. c'est pas Alors, toujours j'avance. facile. Mais enfin, on fait un effort de vulgarisation. J'espère que vous l'aurez compris. Construire le budget. Alors, on est dans un carcan particulier. Comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction, le maire propose le budget qui est voté par le conseil municipal. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas seul. Et avant d'arriver devant le conseil municipal, il y a un certain nombre d'étapes qui s'appliquent. Tout d'abord, vous vous êtes engagé vis-à-vis des habitants sur un programme municipal, sur un certain nombre d'actions que vous souhaitez mettre en place. Donc, l'ensemble des différentes priorités que vous avez fixées, l'ensemble des différents éléments que vous avez évoqués avec vos électeurs, donc vos habitants, il faut qu'on les retrouve bien évidemment dans le budget que vous allez proposer au conseil municipal. Vos services sont là à vos côtés. Votre secrétaire de mairie, votre directeur général des services, qui eux ont l'habitude déjà de préparer le budget et ont déjà commencé à compléter le document comptable avec un certain nombre de dépenses récurrentes, de dépenses contraintes, et sur lequel on sait déjà quelles sont les dépenses, je vais dire, incompressibles, les recettes certaines, et peut-être de voir un peu quels sont les arbitrages qui seront nécessaires. Votre trésorier, votre comptable est aussi là pour vous accompagner. Alors, je sais que dans le cadre de la réorganisation de la Direction générale des finances publiques, les comptables ont un volant de collectivité locale qui est beaucoup plus large. Mais c'est clairement votre conseil. C'est lui qui est le plus féru de cette matière. Et je sais que du côté de la Direction générale des finances publiques, il y a aussi la volonté de créer des pôles d'expertise pour accompagner les élus dans le cadre du vote du budget, de la préparation budgétaire. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre comptable public, c'est son rôle. À côté, vous avez vos commissions municipales thématiques qui, bien évidemment, vont vous faire des propositions dessus, mais surtout la commission des finances qui est là aussi pour arbitrer, proposer, de manière à ce que quand ensuite vous allez proposer le budget, vous allez bien évidemment tenir compte de ce que les uns et les autres vous ont fait remonter. C'est étonnant qu'on vote les annuités des élus avant le vote du budget. Oui et non. C'est que vous pouvez le faire tout simplement parce que vous avez la possibilité d'engager sur la section de fonctionnement la totalité des crédits budgétaires qui étaient prévus de l'exercice précédent. Donc, certes, vous n'avez pas voté encore votre budget primitif pour l'année 2020, mais vous avez déjà pris une délibération fixant les indemnités. Ce qu'il faut juste vérifier, c'est que vous avez bien prévu les crédits budgétaires maintenant pour qu'on puisse bien évidemment satisfaire la délibération que vous avez votée il y a quelques jours. Les informations qui sont indispensables et qui sont communiquées par l'État, elles viennent de deux grandes administrations, la Direction générale des finances publiques, la Direction générale des collectivités locales. La Direction générale des finances publiques va vous fournir les informations concernant la fiscalité, vos bases fiscales, notamment via ce que l'on appelle l'État 1259, donc qui reprend la base de taxe d'habitation, le taux de l'année précédente, le taux que vous souhaitez appliquer pour cette année, pour 2020, le taux est gelé, c'est comme ça, au moins c'est ça, et donc le produit que vous allez récupérer au titre de l'année 2021 concernant les taxes d'habitation. Sur ce même état fiscal, vous avez la base de foncier bâti, la base de foncier bâti et de foncier non bâti, le taux de fiscalité qui avait été appliqué l'année précédente, le taux de fiscalité que vous souhaitez appliquer à la hausse ou à la baisse, sachant que pour l'instant, c'est jusqu'au 3 juillet qu'il faut voter les taux de fiscalité. J'espère d'ici le 1er août si la loi l'intègre. Et donc le produit qui en découle pour l'année 2021 en fonction des taux que vous aurez adoptés. Du côté de la Direction générale des collectivités locales, on va vous fournir les dotations auxquelles vous avez droit. La dotation forfaitaire, éventuellement la dotation de solidarité rurale,
la dotation de solidarité urbaine pour les territoires plus urbains, la dotation nationale de péréquation. Ces informations ne vous sont pas communiquées maintenant individuellement. L'ensemble des dotations sont fournies au journal officiel via un fichier qui reprend l'ensemble des dotations des communes de France et des intercommunalités françaises. Vous recevez un mail push en disant voilà, les dotations sont disponibles et vous avez la possibilité de les récupérer directement sur le lien qu'on vous a indiqué, dotation-dgcl-intérieur.gouv.fr, où vous retrouvez l'ensemble des dotations concernant votre commune, mais bien évidemment aussi les communes voisines, ce qui permet aussi de se comparer les uns et les autres. Dans un cycle budgétaire normal, l'État s'engage à vous fournir ces informations avant le 31 mars. Si pour différentes raisons, ces informations vous sont fournies en décalage, vous avez un délai de 15 jours pour voter votre budget. À titre d'exemple, en 2019, les informations concernant les dotations des communes avaient été fournies le 4 avril. Dans ce cas, la date limite du vote du budget n'était plus au 15 avril, mais au 19 avril. Donc en 2021, si vous recevez toutes les informations avant le 31 mars, la date limite de vote du budget, c'est le 15 avril. Si vous recevez ces informations le 10 avril, la date limite de vote du budget sera décalée de 15 jours, donc ça sera le 25 avril. Voilà. Donc, pour que, bien évidemment, les exécutifs aient le temps de faire les arbitrages nécessaires quand on vous communique vos recettes pour faire voter le budget en équilibre. Ça, c'est les informations externes. Dotation, fiscalité, vous le verrez, hein, quand on prend les dotations et les fiscalités en fonction des collectivités locales, ça représente déjà entre 50% à minima jusqu'à 70% de vos recettes de fonctionnement. Donc, ça permet déjà d'avoir une bonne vision donc, de vos différentes recettes. Ensuite, il y a des informations qui sont internes à la collectivité locale. Tout ce qui concerne le chauffage de vos différents équipements publics, l'éclairage public, vous avez déjà des factures qui ont été réalisées les années précédentes, donc vous savez quelles sont les dépenses récurrentes que vous avez en termes de téléphonie, de frais d'affranchissement, de contrats d'assurance, etc. Donc même si ces dépenses ne sont pas des dépenses obligatoires, ce sont des dépenses récurrentes chaque année, et dans ce cas, il faut aussi les prévoir, donc de manière à pouvoir, bien évidemment, intégrer tous ces éléments. Vos prédécesseurs ont peut-être emprunté, parce qu'ils ont fait des investissements. S'ils ont emprunté, eh ben, ils ont mis en place des prêts qui doivent être remboursés, et ces prêts, ben, vous devez bien évidemment chaque année inscrire en section de fonctionnement les intérêts du remboursement de la dette, en amortissement, en investissement, donc le capital du remboursement de la dette. Donc chaque année, il faut prévoir le remboursement de votre stock de dette. Donc c'est une information importante de connaître quels sont les encours de dette que vous possédez, de manière à pouvoir, bien évidemment, les intégrer. Les contingents versés, ça on va le voir tout à l'heure aussi, c'est que votre commune adhère à un certain nombre de syndicats sur un certain nombre de compétences que vous avez transférées, et les contingents sont des dépenses obligatoires que vous devez bien évidemment intégrer donc, sur votre commune. Après, il y a des informations autres. Il est aussi, par exemple, important de savoir comment évolue la population de votre territoire. Il y a des lotissements qui ont été construits de par le passé, il y a une population nouvelle qui arrive. Qui dit nouvelle population dit éventuellement hausse des services à offrir. Et donc, dans ce cas, il faut prévoir donc d'accroître un certain nombre de dépenses, soit de fonctionnement, soit d'investissement à un moment ou à un autre pour pouvoir accueillir vos nouveaux habitants sur vos différents équipements. Alors, je regarde la question concernant la Comcom qui a adopté un plan d'aide pour les TPE suite à la crise sanitaire. Elle demande une participation des communes qui le souhaitent à hauteur de 10 € par habitant. La commune peut étaler sur les 3 années à venir, parce que cette somme doit être provisionnée sur les 3 budgets à venir. Alors, comme vous l'indiquez vous-même dans la question, ce n'est pas une obligation pour la commune. Donc, je pense que clairement, le conseil communautaire a dû proposer aux communes qui le souhaitaient et qui financièrement en avaient les moyens d'abonder au fonds qui est mis en place par l'intercommunalité. Je rappelle que dans le cadre de la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République, sont compétents en matière de développement économique les régions, avec la possibilité de subdéléguer un certain nombre de compétences au département, et les intercommunalités. Néanmoins, la commune possède ce que l'on appelle la clause de compétence générale aussi. Vous êtes libre d'intervenir dans tout domaine qui concerne les intérêts municipaux, les intérêts d'une commune. Donc, vous pouvez considérer que pour soutenir les entreprises, la commune exerce cette clause générale de compétence pour pouvoir abonder le fonds qui est mis en place par l'intercommunalité. Ce n'est pas une obligation.
pour moi, tel que je le conçois. Ensuite, si vous décidez d'abonder à hauteur de 10 € par habitant, effectivement, les textes, et c'est ce qui a été négocié dans le cadre des différentes lois d'urgence, ont ouvert la possibilité aux communes, pour les dépenses exceptionnelles au titre de la crise, de pouvoir étaler la charge sur 3 ans. Donc la dépense va être inscrite en réel sur l'exercice 2020. Vous allez ensuite basculer cette dépense en charge à répartir sur plusieurs exercices via un compte d'ordre, avec la dotation qui va être inscrite pour chaque année. Donc, la dépense, elle sort bien en réel cette année pour la totalité, et ensuite, via des opérations d'ordre, vous constaterez la dépense étalée sur 3 exercices. Mais ayez bien en tête que vous sortez bien la totalité en réel cette année, et ensuite, vous l'étalez en charge à répartir sur 3 exercices, mais ça fait bien un impact budgétaire du moins en réel sur cette année, et en budgétaire sur 3 ans. J'espère avoir répondu à la question. Concernant les autres informations sur la préparation du budget, il y a des informations que vous pourrez trouver en externe. Je fais la page de pub d'abord pour l'Association des maires de France, qui a mis en place ce que l'on appelle le guide du maire, et qui est un document qui est très bien fait, qui ne concerne pas que la matière budgétaire, qui concerne l'ensemble des compétences qui touchent les communes. Le même existe pour le président de l'intercommunalité. C'est vraiment une bible. Moi, j'avais récupéré l'exemplaire de 2014. Je suis amené à m'y référer régulièrement. D'ailleurs, je pense que je vais récupérer auprès de Nathalie un exemplaire 2020. Et ensuite, il y a aussi un autre guide qui a été fait par la Direction générale des collectivités locales, le guide du maire, qui est aussi une bible. Donc ça, ce sont des documents que vous devez avoir sur votre bureau, que vous partagez avec vos élus, parce que c'est vraiment des documents très utiles qui vous permettent donc de pouvoir bien se renseigner sur tous ces aspects. Ensuite, il y a des informations que vous trouvez aussi auprès des partenaires. Du côté de la Banque Postale, je vous le disais, on a une direction des études qui a été mise en place, dont le rôle est de réaliser des documents qui sont utiles pour vous en tant qu'élu, pour vous aider aux prises de décision. On réalise chaque année, en début d'année, ce que l'on appelle le débat sur les orientations budgétaires, qui est un peu une synthèse de la loi de finances, avec les différentes mesures qui impactent les collectivités locales, qui vous présente aussi le contexte macroéconomique dans lequel vous évoluez, en termes d'évolution du contexte économique, du contexte concernant les finances locales, l'évolution du déficit public, etc. Et celui-ci a été notamment actualisé avec les différentes lois de finances rectificatives qui ont été adoptées, donc il a été réactualisé fin juin. C'est un document qui est utile. À titre d'exemple, si vous voulez plonger un peu plus dans le détail de la réforme de la taxe d'habitation, puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui, vous avez quand même quelques slides qui prennent quelques exemples et qui vous permettent donc de mieux comprendre la réforme de la taxe d'habitation. Idem, est engagé le calendrier de la réforme des bases locatives, alors qui va s'étaler jusqu'en 2026. Dans ce document, vous retrouvez sur un certain nombre de slides la présentation de la réforme des bases locatives. Ça vous permettra de vous familiariser sur tous ces éléments. Donc, je fais ma petite page de pub, mais n'hésitez pas à aller sur le site de la Banque Postale sur ces différents documents qui sont vraiment bien utiles et qui vous permettent d'approfondir certaines matières. Le budget, je l'évoquais avec vous, vous avez le budget principal, il y a des subventions qui sont éventuellement versées au budget annexe, il y a des subventions qui sont versées au CCAS, à la Caisse des écoles, il y a des contributions qui sont peut-être versées aussi aux syndicats, notamment aux syndicats auxquels vous adhérez. Vous avez des liens avec l'intercommunalité, on va le voir un peu plus en détail. Vous avez des liens avec les associations parce que vous soutenez le club de football, le comité des fêtes, toutes les autres associations sportives, culturelles, que vous accompagnez via des subventions. Le département, il vous apporte aussi des concours, notamment des subventions d'investissement que vous percevez pour réaliser un centre d'investissement. Et tout cela se fait dans un microcosme où vous êtes autour, proche de l'hôpital, proche de l'office intercommunal d'HLM, des différents délégataires de sociétés d'économie mixte, auxquels vous allez peut-être aussi apporter des garanties d'emprunt, notamment si ceux-là sont amenés à emprunter. Alors, pas trop sur des communes rurales, même si des fois, quand vous faites un peu de logement social, l'organisme HLM va vous demander une garantie d'emprunt à hauteur de 50% ou à hauteur de 100% des crédits qu'il sollicite auprès d'une banque. J'évoquais tout à l'heure l'évolution des intercommunalités dans le cadre de la loi NOTRe. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous, aujourd'hui, toutes les communes de France, à l'exception des communes insulaires, donc ça ne concerne pas le département des Deux-Sèvres, ont l'obligation d'adhérer à une communauté à fiscalité propre. Ça veut dire que vous, en tant que commune, vous êtes intégré dans une communauté de communes, une communauté d'agglomération. C'est une obligation légale avec un certain nombre de compétences qui, par la loi, sont gérées directement par les communautés et d'autres compétences optionnelles que vous allez transférer à la communauté.
Vous êtes peut-être aussi membre d'un certain nombre de syndicats. En moyenne, chaque commune française est membre de 3 syndicats. Syndicat d'eau, d'assainissement, pour gérer une compétence particulière, un regroupement pédagogique par exemple, un syndicat pour gérer une piscine qui a été mise en place sur un territoire, etc. Donc il est important de connaître les différents groupements auxquels vous appartenez et quelles sont les contributions qui vous sont demandées et quelle est la clé de répartition. Sur la plupart des syndicats, souvent, c'est un montant qui est défini en euros par habitant ou en fonction donc du nombre d'enfants, par exemple si c'est un regroupement pédagogique. Voilà. Donc regardez quel syndicat vous appartenez. Vous n'avez pas l'information et vous n'avez plus aucune archive à la mairie. Vous essayez de récupérer le compte administratif de l'année précédente. En annexe du compte administratif, il est indiqué tous les groupements auxquels adhère la commune. Et ensuite, il faut récupérer les statuts pour savoir quelle est la clé de répartition et quelle est la contribution qui est définie pour chacun des syndicats auxquels vous adhérez. Une fois qu'une compétence est transférée, notamment à une communauté, vous n'êtes plus compétent en la matière. Ça, c'est important. Donc, il est important de savoir qui fait quoi. Une fois que vous avez transféré une compétence, vous ne pouvez plus intervenir dessus. Je prends un exemple. La compétence tourisme a basculé auprès de la communauté de communes, sauf que dans quelques exceptions qui sont prévues par la loi, vous n'êtes plus compétent pour créer un office du tourisme. L'office du tourisme, il est intercommunal. Vous avez décidé de construire la compétence petite enfance. Dans sa totalité, vous n'avez plus la possibilité de créer un relais d'assistante maternelle. Même si la crèche est gérée par l'intercommunalité, vous voulez en complément faire un relais d'assistante maternelle. La compétence petite enfance, si dans son intégralité elle a été basculée à l'intercommunalité, c'est l'intercommunalité qui est compétent pour créer des crèches, créer des relais d'assistante maternelle, et plus la commune. Donc, il est important de savoir qui fait quoi, de manière à savoir est-ce que vous êtes compétent ou pas à intervenir là-dessus. Il y a des intercommunalités qui sont créées, certaines intercommunalités de taille importante. La volonté du législateur qui a bien entendu les remontées des associations d'élus, celle de l'Association des maires de France, celle des maires ruraux de France, dans le cadre de ce qu'on appelle la loi engagement et proximité, a voulu donner plus de gouvernance, plus de pouvoir aux maires que vous êtes pour mieux, j'ai envie de dire, participer à la vie intercommunale. Et donc, il y a une obligation donc, de mettre en place ce que l'on appelle un pacte de gouvernance au sein des intercommunalités et également de mettre en place une conférence des maires qui intègre l'ensemble des différents maires. Sur certaines intercommunalités qui peuvent regrouper 60, 70 communes, on a un conseil communautaire avec les différents vice-présidents qui ne comporte pas forcément toutes les communes. Donc, à côté du conseil communautaire, il y aura une conférence des maires qui va se mettre en place où chaque commune sera représentée par son maire et chaque voix compte. Donc, c'est un peu cette volonté de créer donc un conseil, une conférence des maires pour que chacun puisse participer, bien évidemment, à la vie intercommunale. Là également, on vous adresse le lien donc, sur le site du ministère de la Cohésion des Territoires avec un guide pratique dans la loi engagement et proximité qui est très utile. Je vous invite notamment à regarder, puisque certains d'entre vous évoquaient que vous avez voté les indemnités aux élus. Il y a aussi la possibilité donc, de faire prendre en charge un certain nombre de frais de garde pour les élus lorsqu'ils se rendent aux différents conseils. Et donc, tout est expliqué dans ce petit document, et notamment sur les communes rurales, c'est l'État qui prend en charge ces différentes dépenses. Les communes nouvelles se sont développées. Vous retrouvez donc sur le département de Sèvres, donc je regardais effectivement un peu en détail, donc un certain nombre de communes nouvelles qui ont vu le jour. Donc là, c'est quelques villages, quelques communes de taille moyenne qui ont décidé de se regrouper entre elles. Donc le budget est adopté directement par la commune nouvelle. Il y a également la possibilité donc, de mettre en place un budget spécifique pour la commune rattachée avec une sorte de dotation qui est versée par le budget principal. Mais c'est bien le budget de la commune nouvelle qui est adopté par le conseil de la commune nouvelle avec ensuite des crédits qui sont affectés pour la commune déléguée à côté. Le cadre comptable, le budget, il est dans un carcan. Ce qu'il faut juste avoir en tête, l'objectif, ce n'est pas les chiffres. Ces chiffres ne retracent qu'une réalité, c'est bien évidemment prendre en compte toutes les dépenses obligatoires, toutes les dépenses récurrentes, intégrer les différentes priorités en respectant le schéma d'équilibre budgétaire pour pouvoir mener à bien les différents projets que vous êtes fixés. Et donc, le budget doit retracer ce que vous voulez faire sur votre commune, en respectant l'équilibre budgétaire. C'est toujours ce qu'il faut avoir en tête.
présentation globale du budget, section de fonctionnement, tout ce qui touche au fonctionnement courant de la collectivité locale, section d'investissement, tout ce qui touche au patrimoine de la collectivité locale. En fonctionnement, qu'est-ce que l'on retrouve? La fiscalité, les dotations, les produits, les services. Ces recettes de fonctionnement doivent équilibrer vos dépenses de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les dépenses de fonctionnement? Le personnel, les fournitures, les intérêts de la dette, les frais généraux, les subventions que vous versez aux assos. Georges, est-ce que Oui, je vous interromps 2 secondes? Il y a des tout petits soucis pour certains. Je vous recommande de couper vos webcams pour gagner en bande passante. Voilà, il y en a qui ont ok. bien Donc compris généralement, la voilà, chose. sur le fonctionnement, vos recettes de fonctionnement doivent excéder vos dépenses de fonctionnement de manière à ce qu'on dégage un peu d'épargne, comme vous à la maison, hein, quand vous avez vos dépenses courantes, il y a toujours un petit pécule qu'on met de côté en prévision d'un petit achat immobilier qu'on souhaite faire pour avoir un petit apport. Ben, pour une collectivité locale, c'est la même chose. Il y a toujours un petit pécule qui dépasse donc, vos recettes de fonctionnement, qui excède vos dépenses de fonctionnement, qui permettra d'autofinancer vos investissements. Quand vous préparez le budget primitif, c'est le virement à la section d'investissement. Et on le verra lorsqu'on réalise le compte administratif, c'est ce que l'on appelle l'épargne brute, qui va donc permettre de autofinancer un certain nombre d'investissements. En investissement, qu'est-ce que l'on retrouve? Les travaux, les acquisitions, toutes les dépenses nouvelles qui contribuent à accroître le patrimoine de la collectivité locale, éventuellement le remboursement de la dette si vous avez emprunté. En face, en recette, les subventions d'investissement que vous recevez, les dotations, ça va être notamment la récupération de la TVA que vous récupérez en N+1 ou N+2 sur votre collectivité locale, et la possibilité d'emprunter. Donc vous voyez que l'emprunt n'apparaît qu'en section d'investissement. Ça veut dire que sur votre fonctionnement, si vous engagez de nouvelles dépenses, eh bien, il faut trouver une recette de fonctionnement en face pour pouvoir équilibrer la dépense de fonctionnement nouvelle que vous rajoutez. C'est qu'en investissement que l'on peut emprunter pour pouvoir financer une nouvelle dépense. Par contre, ayez en tête, on ne va pas non plus pouvoir cumuler des prêts sans arrêt pour pouvoir financer de nouvelles dépenses d'investissement. Parce qu'un prêt, ça se rembourse. Moi, je suis banquier et je veux que la banque postale soit remboursée. Donc, si vous empruntez, il faut juste s'assurer que demain, après-demain, que vos successeurs, au-delà de 2026, aient les moyens de rembourser la dette que vous avez décidé de souscrire pour financer des dépenses d'investissement. Voilà. Les différentes étapes, quand vous préparez le budget, on commence par intégrer l'ensemble des dépenses obligatoires, charges de personnel, entretien de l'hôtel de ville, les contingents et participations. On ajoute les dépenses récurrentes. En face, vous avez les produits attendus, les recettes fiscales, les dotations, la reprise des résultats antérieurs, éventuellement. Il faut juste s'assurer que ça s'équilibre. Si au moment où vous préparez votre budget, vous avez plus de dépenses que de recettes par rapport à vos recettes certaines, qui sont évaluées toujours de manière sincère, on a toujours évalué aussi les dépenses de manière sincère sans les sous-les-évaluer, ça veut dire qu'il va falloir faire des arbitrages. Donc soit trouver de nouvelles recettes, en augmentant les fiscalités si on peut, en augmentant les recettes tarifaires, mais généralement c'est à peine 10% de vos budgets, en augmentant peut-être légèrement un peu les loyers si vous avez donc des produits locatifs qui sont attendus. Mais on le voit bien, ce n'est pas facile de dynamiser les recettes. Donc ça veut plutôt dire que si à un moment on a plus de dépenses que de recettes, il va falloir tailler dans les dépenses. Et ça, on le verra justement tout à l'heure sur les arbitrages. Idem, sur les dépenses obligatoires, vous avez les contingents que vous versez auprès donc, de vos différents syndicats qu'il faut bien évidemment intégrer. Sur l'intercommunalité, je l'évoquais, il y a des flux avec l'intercommunalité. Il y en a deux, l'attribution de compensation. L'attribution de compensation, elle retrace ce qui s'est passé de par le passé. Au moment où vous avez transféré un certain nombre de compétences, compétences obligatoires définies par la loi ou compétences optionnelles, vous avez transféré la dépense liée à la compétence que vous avez transférée et également les recettes de cette compétence et notamment si votre intercommunalité était à fiscalité professionnelle unique, ce qu'on appelait à l'époque la taxe professionnelle. Donc, c'est la fiscalité qui était prélevée sur les entreprises. On faisait le calcul. Je transfère 150 de dépenses, je transfère 300 de recettes. Le différentiel entre les deux représente 150. 300 de recettes d'un côté, 150 de dépenses. Il n'y a pas de raison qu'on donne plus de recettes à l'intercommunalité par rapport aux dépenses. Donc, l'intercommunalité, vous versez le différentiel, les 150 que vous touchiez en attribution de compensation. Par définition, l'attribution de compensation, elle est figée et gelée dans le temps. Donc, chaque année, vous touchez une attribution de compensation qui correspond au différentiel entre la recette que vous avez transférée, les dépenses que vous avez transférées. Tout cela va être évalué par ce qu'on appelle la CLET,
la commission locale d'évaluation des charges transférées, donc dans lesquelles souvent vous êtes associé avec votre intercommunalité, et qui retrace cet historique. Attention, pour certaines collectivités locales, il est possible que la dépense transférée était supérieure à la recette transférée. Dans ce cas, l'attribution de compensation n'est pas une recette pour vous, mais une dépense que vous inscrivez chaque année, parce qu'à l'époque, vous avez transféré plus de dépenses que de recettes, et donc il faut bien évidemment inscrire cette dépense qui est récurrente chaque année en dépenses dans votre collectivité locale, dépenses de fonctionnement. Vous avez peut-être aussi une dotation de solidarité communautaire qui vous est versée. Cette dotation de solidarité communautaire, elle est définie en fonction d'un ensemble de critères, population, potentiel fiscal, ou autres, et autres, pardon. Ayez en tête qu'elle est obligatoire sur les communautés urbaines, qu'elle est obligatoire sur les métropoles, mais elle n'est pas obligatoire pour une communauté de communes ou une communauté d'agglomération. Ça veut donc dire que si vous percevez une dotation de solidarité communautaire de votre intercommunalité et que vous êtes dans une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, chaque année, le conseil communautaire doit voter sur le maintien ou pas de cette DSC et peut éventuellement soit réduire le montant qui est distribué, soit tout simplement le supprimer. Donc, cette dotation de solidarité communautaire, elle est, voilà, pas bancale, mais d'une année sur l'autre, elle peut totalement disparaître. Alors après, vous êtes des élus municipaux qui siègent aussi au conseil communautaire, donc vous participez au débat si à un moment ou à un autre, la DSC doit être soit réduite, soit supprimée. Le respect de l'équilibre budgétaire, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, vous allez cumuler l'ensemble de vos dépenses de fonctionnement, vos programmes d'investissement. Qui dit nouvel investissement dit également charge de fonctionnement. Derrière, je décide de créer une piscine, il y a la charge d'investissement aujourd'hui, mais surtout demain, il va falloir que je chauffe ma piscine. J'ai du personnel que je vais intégrer dedans. Il y a des contrats d'assurance qu'il va falloir que je prenne. Donc, il y a des dépenses de fonctionnement qui sont inhérentes à un nouvel équipement. Donc là également, le législateur a voulu mettre en place pour des dépenses dites exceptionnelles une information qui doit être transmise à l'Assemblée délibérante, ce que l'on appelle l'étude d'impact. Si vous vous engagez sur une dépense exceptionnelle, par exemple une commune de 4000 habitants qui a 1 million d'euros de recettes de fonctionnement, qui décide de construire une nouvelle école qui représente 2 millions d'euros d'investissement, c'est une dépense qui représente 200% des recettes réelles de fonctionnement. Il faut que vous donniez à votre assemblée délibérante ce que l'on appelle une étude d'impact. Alors, l'étude d'impact, elle n'est pas faite par un cabinet. C'est vous qui allez évaluer les charges inhérentes à l'équipement que vous lancez. Cette nouvelle école à hauteur de 2 millions d'euros, c'est tant de dépenses en termes de chauffage, d'entretien, c'est 3 ATSEM supplémentaires, donc c'est telle masse salariale, c'est un emprunt à telle hauteur, donc c'est tant d'intérêts de la dette qui sont prévus, et vous cumulez tout ça pour dire c'est 2 millions d'euros d'investissement, et en année normale, on anticipe que c'est à peu près 50 à 60 000 euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires qu'il faut intégrer dans le budget. Donc l'attribution de compensation, vous posiez la question si elle reste fixe pour peu que les compétences restent les mêmes. S'il y a de nouvelles compétences qui sont transférées, la CLECT va évaluer le coût de la nouvelle compétence qui est transférée et l'attribution de compensation sera réduite d'autant par rapport à cette compétence nouvelle qui est reprise par l'intercommunalité. Mais s'il n'y a aucun changement sur les compétences, vos attributions de compensation positives ou négatives sont gelées de manière définitive. Voilà donc pour la dépense exceptionnelle. Ayez-le en tête parce que très vite, sur des petites collectivités locales, on peut se retrouver dans cette situation. La règle de l'équilibre budgétaire, on le retrouve un peu de manière imagée comme tout à l'heure. Il y a les recettes de fonctionnement, il y a les dépenses de fonctionnement, il y a toujours un petit pécule qui reste en plus, cette épargne brute. Cette épargne brute, c'est une sorte d'autofinancement que vous allez affecter en investissement. Pour priorité, l'épargne brute rembourse le remboursement de la dette. Généralement, épargne brute moins remboursement de la dette, c'est ce que l'on appelle l'épargne nette ou la CAF nette. Vous allez être familier de ces termes par la suite. Je ne fais pas trop d'analyse financière, ce n'est pas le module d'aujourd'hui. On pourra le mettre en place par la suite avec votre association des maires si vous le souhaitez, Mairie 2000, mais ça sera dans un second temps. Il faut d'abord bien comprendre comment fonctionne le budget avant de partir sur l'analyse financière. Et ce petit pécule qui vous reste, il va permettre d'autofinancer les différentes dépenses d'investissement. Et vous le voyez bien, l'emprunt, il est bien à côté, et l'emprunt, il ne peut pas financer le remboursement de la dette. Donc systématiquement, il faut bien s'assurer que l'épargne brute additionnée aux recettes propres d'investissement soit bien supérieure au remboursement de votre dette pour respecter la règle de l'équilibre budgétaire. Pour financer vos investissements, vous pouvez emprunter. Pour rembourser votre dette,
il faut que vous ayez vos recettes propres sur le budget pour financer vos dépenses de fonctionnement. C'est les recettes de fonctionnement. C'est ça la règle de l'équilibre budgétaire qu'on a vu tout au long de cette réunion. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Alors, toujours dans le chat, non, rien. Oralement, pas de questions, on continue. On n'a plus trop de temps. Je sais. Alors, je vais aller assez vite parce qu'au final, ce que je vais évoquer là sur les décisions et sur les arbitrages, on l'a déjà un peu évoqué. En gros, vous avez cumulé l'ensemble de vos recettes qui sont connues, que vous avez bien évaluées, l'ensemble de vos dépenses récurrentes, obligatoires, et puis il va falloir équilibrer. Fiscalité, emprunt, etc. Alors, sur la fiscalité, très rapide. Le taux de taxe d'habitation, on ne peut pas jouer dessus. Il est figé. C'est dans le cadre de la réforme. Les bases, elles sont révisées de manière forfaitaire de 0,9% cette année. Ayez en tête qu'en 2021 et 2022, elles seront gelées. Donc, ça veut dire que même s'il y a des nouvelles bases, même s'il y a une inflation, la base de taxe d'habitation sera gelée. Et en plus, l'État va, j'ai envie de dire, vous transférer le foncier bâti à la place de la taxe d'habitation par la suite. Vous aurez, par contre, et vous avez toujours la possibilité d'agir sur le foncier bâti, le foncier non bâti. Pour vos intercommunalités aussi, la CFE, la cotisation foncière des entreprises et encore privées sur la commune, on a la possibilité de jouer sur les taux de fiscalité. Les bases ont été révisées pour l'année 2020 de manière forfaitaire de 1,2%, plus l'évolution physique. Donc, on a la possibilité d'accroître ces bases fiscales en fonction bien évidemment des entreprises nouvelles qui arrivent, mais ça s'impose à vous, hein, ce n'est pas vous qui décidez de les augmenter, même si dans le cadre de la commission communale des impôts locaux, on peut toujours réviser quelques bases, mais on a la possibilité de jouer sur les taux de fiscalité. Voilà. Sur la dette, on peut se dire, bah tiens, je lance de nouveaux investissements, je vais emprunter. L'emprunt n'est pas un gros mot. Hein. L'emprunt, c'est quoi? C'est uniquement la possibilité pour une collectivité locale d'étaler la charge d'un équipement qui est financé sur plusieurs générations. Quand vous investissez, soit vous autofinancez tout cette année, donc ça veut dire que c'est le contribuable aujourd'hui qui finance l'équipement que vous réalisez, et il faut avoir un bon niveau d'épargne brute, soit vous décidez finalement d'amortir la charge sur plusieurs exercices, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Et donc dans ce cas, pour étaler cette charge sur plusieurs exercices, vous allez être amené à emprunter, et le remboursement de la dette, il va être assuré par les différents contribuables qui seront présents sur votre commune sur 15, 20 ou 30 ans. Voilà l'avantage de l'emprunt. Alors, je vois qu'il y a une question sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une taxe spécifique qui est affectée à une dépense particulière. On le disait, normalement, il n'y a pas de spécificité, du moins, l'ensemble des différentes dépenses du budget, l'ensemble des différentes recettes d'un budget finance globalement les dépenses, sauf la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est une taxe affectée. Son montant ne peut pas être supérieur au coût du traitement et du ramassage des différents déchets. Donc, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut pas être supérieure à l'ensemble des dépenses que vous allez engager pour ce qui concerne la collecte et le traitement des déchets. Donc, il faut toujours s'assurer que c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, attention, si quelqu'un attaque la collectivité locale concernant cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les tribunaux ont toujours donné raison aux différents contribuables et vous perdez donc cette taxe d'habitation, cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, il faut bien vérifier que votre TOM, son montant, le coût et le ramassage des déchets et pas un montant supérieur. Voilà. Et oui, ça finance bien une dépense réelle, hein, effectivement. Donc sur l'emprunt, voilà, c'est de se dire, ça permet d'étaler l'équipement sur plusieurs générations. L'emprunt, ayez en tête, c'est que si vous empruntez pour financer vos dépenses nouvelles, ça a un impact en N+1, parce que qui dit nouvel emprunt dit annuité nouvelle. Le prêt, il faut le rembourser. Il y a un petit truc qui apparaît en grisé, c'est regarder aussi quels sont vos excédents des années précédentes. Souvent dans les petites communes, et notamment les communes très rurales, vous avez une sorte de trésor de guerre cumulé depuis plusieurs années. C'est les excédents cumulés des différents exercices, tant en investissement qu'en fonctionnement, qui constituent un peu la situation de votre trésorerie au 31 décembre, un peu ce trésor de guerre. Et c'est de se dire plutôt que emprunter, peut-être que finalement je peux affecter une partie de mes excédents passés pour financer mes dépenses d'investissement et donc diminuer le recours à l'emprunt. Il y a la possibilité, bien évidemment, de chercher des subventions d'investissement pour financer vos dépenses d'investissement.
Ça, c'est un peu le dada que vous allez avoir, c'est de se dire, à chaque fois que je fais un investissement, quelles sont les collectivités locales qui peuvent m'accompagner? Je vais voir mon conseiller départemental ou ma conseillère départementale, je vais voir mon conseiller régional, je vais aller voir l'État avec de la DETR, dotation d'équipement territoires ruraux, la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder pour se dire, à chaque fois que je réalise un investissement, est-ce que je peux ou pas le subventionner et qui peut m'accompagner, sachant que la plupart des demandes de subvention doivent se faire avant le lancement des travaux. Voilà, donc ça c'est un jeu, aller chercher les subventions. L'emprunt, il faut regarder comment il s'amortit. Donc, tout ce qui constitue le remboursement de votre dette, c'est à regarder avec précaution. Plus vite votre dette se rembourse, plus vite cela donne une nouvelle capacité d'emprunt à la collectivité locale. Votre épargne nette, en gros, les excédents de vos sections de fonctionnement diminués du remboursement de la dette, l'autofinancement net, cette épargne nette, est impactée positivement par des prêts qui se sont amortis. Cette année, vous avez une échéance de 10 000, c'est la dernière échéance de prêt, l'année prochaine, il n'y en a pas, ben, votre épargne nette s'accroît de 10 parce que le prêt, il est totalement amorti, donc c'est bon. Par contre, si vous empruntez et qu'il y a une nouvelle échéance à hauteur de 8, ben, il faut l'intégrer, votre épargne nette est diminuée de 8. Donc c'est ce travail un peu prospectif qu'il va falloir se fixer. Quels sont mes excédents aujourd'hui? Comment évolue mon stock de dette demain? Qu'est-ce que j'amortis? Quels sont les nouveaux prêts que je vais mettre en place de manière à m'assurer que mon épargne nette ne se dégrade pas trop et qu'elle reste toujours positive. C'est important, c'est toujours dégager un autofinancement positif de manière à pouvoir financer directement par l'épargne des investissements dits courants, parce qu'on ne finance pas 100% de ces investissements par emprunt. On peut, mais ce n'est pas forcément une bonne gestion. Ensuite, bien évidemment, il y a d'autres pistes. Je vous disais, réfléchir sur comment dynamiser ces recettes, ce n'est pas toujours simple. On peut aller chercher des financements participatifs, mobiliser l'épargne locale. On peut aller chercher des certificats d'économie d'énergie quand vous faites des travaux d'amélioration énergétique sur vos différents bâtiments publics. C'est une réalité. On peut jouer sur la politique tarifaire, certes, mais on va jouer sur des montants qui ne sont pas très importants. Du côté des dépenses, c'est comment j'essaye de réduire mes dépenses. Et j'étais même en train de serrer. Comment on serre les dépenses? Ben voilà, mes assos aujourd'hui, elles sont plutôt cash riches. Est-ce qu'elles ont besoin que je continue à leur apporter des subventions supplémentaires? Est-ce que cette année, je peux réduire exceptionnellement la subvention au comité des fêtes parce qu'il n'y a pas de manifestation qui va avoir lieu, ils vont engager moins de dépenses? J'ai des agents qui partent en retraite, est-ce que je vais le renouveler en totalité? Est-ce que je dois le remplacer? J'ai aujourd'hui un cantonnier qui est présent du 1er janvier au 31 décembre, mais qui en vérité fait la tonte de la pelouse, des différents espaces verts, qui traite les différents bocages, mais plutôt entre avril et septembre-octobre, et qui, pendant la période hivernale, n'est pas très occupé. Donc finalement, est-ce que ça ne vaut pas le coup s'il part en retraite que je le remplace par un contrat de prestation de service, où au final j'aurai une dépense que 6 à 7 mois, plutôt qu'un agent à temps plein du 1er janvier au 31 décembre. J'essaye de faire des travaux d'amélioration énergétique pour réduire ma facture énergétique. J'essaye de mutualiser avec l'intercommunalité pour mettre en place un groupement d'achat, pour partager une secrétaire de mairie avec différentes autres communes. Tout cela, c'est ce que vous faites déjà en commun. Et quand vous allez échanger avec vos différents autres collègues, vous allez le voir, il y a plein d'idées, ici ou là, que vos collègues ont mis en place, que l'intercommunalité a mis en place, qui vont vous permettre de pouvoir faire des économies, de trouver d'autres mesures d'économie là-dessus. La CFE est-elle perçue par la commune ou le PCI? Doit-il y avoir un retour à la commune? À quelle hauteur? En gros, ça dépend. Quand les intercommunalités ont été mises en place, les intercommunalités qui ont été mises en place à fiscalité professionnelle unique, automatiquement, c'est la fiscalité sur les entreprises est perçue par l'intercommunalité. Ça veut dire que l'intercommunalité perçoit la CFE et la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Si votre intercommunalité n'est pas à fiscalité professionnelle unique, mais à fiscalité additionnelle, ce qui est le cas de quelques intercommunalités, c'est-à-dire qu'elles ne prélèvent pas la fiscalité sur les entreprises, elles prélèvent une fiscalité supplémentaire sur la taxe d'habitation, le foncier bâti non bâti, et éventuellement donc sur la CFE en fiscalité additionnelle. Dans ce cas, c'est la commune qui conserve la CFE. Il y a peu de communes aujourd'hui qui conservent la CFE, puisque la plupart des intercommunalités aujourd'hui sont à fiscalité professionnelle unique. Donc si vous êtes à fiscalité additionnelle, une intercommunalité à fiscalité additionnelle, la CFE est chez vous. Si vous êtes sur une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique, la CFE est à l'intercommunalité. Et dans ce cas, il n'y a pas d'obligation de reverser à la commune. L'intercommunalité, elle a récupéré un certain nombre de compétences, des dépenses,
elle a récupéré un certain nombre de recettes, notamment la fiscalité professionnelle, hein, donc la CFE et la CVAE, et il y a une attribution de compensation qui est versée ou perçue par l'intercommunalité en fonction donc, du calcul que j'ai fait avec vous. Donc là, l'exercice, il est clos. Si la CFE évolue très favorablement pour l'intercommunalité, ben, c'est de l'acquis pour l'intercommunalité. À l'inverse, si une entreprise quitte le territoire, ben, l'intercommunalité, c'est elle qui prend la perte au niveau de sa fiscalité professionnelle. Voilà. Par contre, ensuite, il y a la possibilité, et ça c'est dans le cadre des échanges que vous avez dans le pacte financier et fiscal avec l'intercommunalité, de mettre en place ou pas une dotation de solidarité communautaire pour les communes et les comités d'agglomération. Et souvent, ce que l'on voit sur certaines intercommunalités, mais c'est au bon vouloir du conseil communautaire, c'est qu'on décide, via la dotation de solidarité communautaire, de reverser le surplus de fiscalité, notamment sur les entreprises. Et on dit, bah, si la CFE évolue de plus de tant de pourcents par an, le surplus, il est reversé aux communes, au prorata du nombre d'habitants, au prorata du potentiel financier de chaque intercommune. Mais ça, c'est au bon vouloir du conseil communautaire. Si le conseil communautaire dit, moi, la CFE, elle est à moi, j'en fais ce que je veux, ben, le conseil communautaire conserve la CFE. Voilà. Je suis arrivé au bout de ma présentation. Qu'est-ce que vous retrouvez en annexe? C'est juste la présentation budgétaire en intégrant les mouvements d'ordre pour que vous ayez cette vision globale. Et ensuite, pour les différentes sections, quelques exemples sur les grands chapitres, qu'est-ce que l'on retrouve derrière? Sachant que quand vous allez préparer votre budget, si à un moment vous posez la question, je suis sur tel chapitre, est-ce que c'est tel ou tel article? Certes, vous aurez le plan de compte que vous aurez tous sur votre bureau, mais n'hésitez pas à poser la question à votre comptable public, parce que c'est avec lui que vous devez vous entendre sur, bien évidemment, le chapitre et l'article, de manière à ce que le compte de gestion et le compte administratif soient bien en ligne et qu'on ait bien intégré les différentes dépenses sur les mêmes informations. Juste sur l'investissement, il y a la possibilité aussi, non pas de voter par nature tous les investissements, mais de les isoler par opération d'équipement. Donc, il y a une ligne spécifique qui va s'appeler opération d'équipement. Et pour chaque opération d'équipement, vous aurez la possibilité ensuite de faire le détail, aussi bien sur les dépenses que sur les recettes. Ça permet d'isoler certaines opérations d'équipement au moment où vous allez voter votre budget. Voilà. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos différentes questions et que cela a été clair. Nathalie, à 5 minutes près, nous sommes complètement dans le timing. Ah mais oui, c'est vrai que mon ordinateur, il a 10 minutes d'avance. Mais oui, oui, moi j'ai 35, hein, je suis à midi 35. Ah là là, Donc, mais vous savez, oui, c'est les 5 c'est minutes de décalage qu'on s'était parfait, fixé. c'est Donc, parfait. Ah, c'est formidable. Oui, oui, mais oui, j'avais oublié que j'ai pas la bonne heure. Donc parfait. D'abord, merci beaucoup parce que vous avez respecté déjà votre temps et ça c'est formidable. Merci aussi pour la présentation, c'était très clair. J'espère, on essaye hein, de vulgariser cette matière qui n'est pas facile. Voilà, donc je sais pas si vous voyez Georges dans le chat. si je vois, si vous m'autorisez, je vais faire une petite photo comme ça, je mettrai ça sur LinkedIn Oui, oui, en oui, parallèle. oui, Voilà. bah évidemment, évidemment. Profitez-en. Bah, merci en tout cas à tous pour votre écoute. Le support, je pense que Nathalie sera poussée directement auprès de l'association des maires qui le Tout mettra à à fait. disposition. Et donc, moi, je vous envoie un petit courrier avec le plan comptable. Je vous en envoie un exemplaire, mais ce que je vous indiquerai dans le courrier, il y aura l'adresse mail de mon service. Donc, vous renverrez un petit mail à mon service. Comme ça, on vous en enverra un deuxième ou troisième ou quatrième exemplaire si vous le souhaitez. Hein. Donc, voilà. Il est très bien fait, d'ailleurs. Je tenais à vous féliciter. On va mettre un terme à cette visioconférence. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite merci donc à nouveau à Georges Braz. Donc, comme il vous le disait, ce support vous sera adressé par Julien Despins, votre association départementale. Et vous pourrez revoir en replay la visio qui a été enregistrée. Donc, vous vous rapprochez de l'AMF 79 pour cela. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Merci à tous. Merci Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.